et à tous, bienvenue dans cette très belle émission. Très heureux de vous accueillir, bonsoir le chat, bonsoir Twitch, très heureux de vous retrouver. Bonsoir aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Backseat. Je vous rappelle que Backseat, c'est une très belle émission que nous vous faisons avec une équipe de 20 personnes avec amour chaque semaine et que c'est grâce à vous, grâce à vos dons qu'on réussit à faire cette émission. N'hésitez pas à soutenir l'émission, on va réussir grâce à vous, grâce à vos dons à financer la saison complète. On va y arriver, n'hésitez pas à y aller sur le KissKissBankBank, n'hésitez pas à faire des dons ponctuels, n'hésitez pas à acheter sur le shop des t-shirts, des gourdes, des coques de téléphone, etc. Tout ça, ça nous aide. Merci du fond du cœur pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on le fait. Chers amis, dans cette émission, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité qui fait l'actualité en politique. Et cette semaine, j'accueille sur le plateau de Backseat la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Bonsoir Sophie Binet. Je venais vous offrir la casquette de la CGT parce que je viens de découvrir qu'il y avait une hype CGT. Il y a une hype CGT. Voilà. Non, vous venez quand même pas de le découvrir. Et comme elle est en rupture de stock, incroyable. C'est ouais. Ah mais elle est méga collector. C'est la casquette de la CGT, la casquette que tout le monde s'arrache sur Internet. Merci Sophie Binet pour ce gentil cadeau. Merci beaucoup. Sophie Binet, on va parler d'actualité avec vous. L'actualité politique s'est passée ces 6 derniers mois. Ça a été et ça reste encore aujourd'hui la réforme des retraites avec peut-être un épilogue aujourd'hui, l'examen de la proposition de loi d'abrogation qui a fait long feu puisque à l'Assemblée nationale, suite aux manœuvres du gouvernement, le groupe Lyot a décidé de retirer sa proposition d'abrogation de la réforme. Quelle est votre analyse sur cette actualité ? Avant de parler retraite, moi je voulais juste adresser tout mon soutien et celui de la CGT aux blessés et à leurs familles, à toutes celles et ceux qui ont été touchés par l'acte insupportable qui s'est produit à Annecy. Voilà, qui montre que malheureusement la folie n'a ni couleur, ni religion, ni nationalité. Okay. Voilà. Et puis, vous avez raison de le faire, oui. Pour revenir sur l'actualité chaude, je pense que c'est important de se dire que Macron a eu droit à un gros carton rouge populaire. Malgré ça, il a gagné la première mi-temps, mais que cette victoire sur la première mi-temps, il la tient grâce au fait qu'il a changé les règles du jeu en cours de route, puisque on a réussi, nous, à gagner le fait qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, et au dernier moment, avant de passer au vote, toc, il dégaine le 49-3, et c'est en passant en force, en empêchant l'Assemblée de voter, qu'il a gagné cette première mi-temps. Maintenant, une première mi-temps, c'est pas la fin du match. Et donc, alors, j'allais vous demander justement, c'est quoi la suite du match pour vous ? Parce que vous n'avez pas annoncé de nouvelle date de mobilisation, si je dis pas de bêtises. Encore, mais on va se voir la semaine prochaine. Et il y aura un texte intersyndical dans le courant de la semaine prochaine, plutôt en fin de semaine prochaine, qui va dessiner des perspectives. En fait, la suite du match et la deuxième mi-temps, elle va être complètement différente de la première. Déjà, en termes de temporalité, ça va être une deuxième mi-temps longue, je préviens, qui va durer 4 ans. Parce que cette question de la réforme des retraites, ça ne va pas lâcher Emmanuel Macron jusqu'à la fin de son quinquennat. Ça va être sa casserole. Le problème, c'est que dans son gouvernement, il y a déjà beaucoup de casseroles, parce que à peu près chaque ministre a déjà une belle casserole. Là, ça va venir couronner le tout. On va le poursuivre avec cette question-là. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est que ce qu'un gouvernement a fait, un gouvernement peut le défaire. Ce qu'un président de la République a fait, un président peut le défaire, le même ou un autre. C'est pour donc ça que le retour à 62 ans, voire à 60 ans, comme vous le demandez, c'est possible, ça fait partie des scénarios que vous souhaitez. Et vous n'avez pas peur de la résignation d'une partie des gens qui sont mobilisés, non ? Ça, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron et du patronat, de jouer justement sur l'état d'esprit. Et l'état d'esprit est très important. Il faut qu'on sorte en étant fier de ce qu'on a fait, en étant conscient de tout ce qu'on a fait bouger. Et le point clé qu'on a fait bouger, c'est qu'à l'issue de ces 6 mois de magnifiques batailles qu'on a menées ensemble, Emmanuel Macron, il n'a plus ni majorité sociale, ni majorité politique. Pas de majorité sociale, ce qu'il n'a jamais été aussi minoritaire dans le pays. C'est la raison pour laquelle la répression, elle est beaucoup plus importante, c'est encore plus violent, etc. Parce qu'il y a une lucidité très forte par rapport à l'impasse de sa politique. Et puis, plus de majorité politique, parce qu'à l'Assemblée, il ne peut même plus faire voter ses réformes. Et d'ailleurs, quand on interroge les députés, ils disent que le rythme s'est quand même beaucoup ralenti. Il n'y a plus beaucoup de projets de loi qui sont inscrits à l'Assemblée nationale, parce qu'il ne sait plus comment les faire voter. Mais ça n'empêche pas de réformer, c'est aussi ce qu'il a réussi à démontrer. Ça ne l'empêche pas de réformer chaque réforme, à quel prix, et c'est un tour de force. Donc là, par exemple, ils sont en train de se gratter la tête beaucoup pour savoir s'ils vont réussir à faire voter leur projet de loi sur l'immigration. Ils ne savent pas avec quelle majorité, comment, etc. Donc
tout est plus compliqué. Et donc, nous, dans ce contexte-là, il faut qu'on soit bien conscient qu'on est en position de force. On est en position de force à l'Assemblée nationale, puisque Macron n'a plus de majorité. On est aussi en position de force dans les entreprises, dans les branches, sur nos lieux de travail, parce que l'unité syndicale, ça change la donne. Ça permet que, face au patron, les syndicats soient rassemblés et puissent renverser la table. Alors, en position de force, je veux bien, ça saute pas forcément aux yeux. Qu'est-ce qui vous reste comme option, j'ai envie de dire, parce que le 49.3 a fait que la réforme est entrée en vigueur, pas de loi d'abrogation, on l'a vu aujourd'hui, pas de référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Beaucoup de gens m'ont demandé ce matin et maintenant. Il en reste beaucoup dès lors qu'on se dit qu'on travaille sur le temps long. Ok. D'abord, à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites, elle peut venir à plein de moments. Ça peut être dans des nouvelles niches parlementaires où les députés refont la même chose que ce que le groupe Lyot avait fait. Ça peut être aussi, chaque année, les députés sont amenés à débattre et à voter sur le budget de la sécurité sociale, c'est à l'automne. Et donc, je sais déjà qu'il y a des députés qui vont présenter des amendements pour, dans le budget de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mettre la retraite à 62 ans. Puisque on aura enfin un vote, du coup. Peut-être. Non, mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut savoir qu'en face, ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher l'Assemblée de voter. Mais en tout cas, les députés, ils sont déterminés. Il y a un certain nombre de députés qui, ce matin, ont fait, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, un serment du 8 juin en disant qu'ils continueraient à porter cette question pendant toute la durée du quinquennat. Donc on sait qu'il y a une détermination à l'Assemblée nationale grâce à notre mobilisation et au rapport de force qu'on a poussé. On va regarder juridiquement quels sont les leviers à notre disposition. On a une négociation qui va s'ouvrir à l'automne sur les retraites complémentaires. Alors ça s'appelle l'Agir Carco, c'est pour les salariés du privé. Et ça représente quand même entre 25 et 50% de la pension à la fin. Donc c'est assez important. Donc ça va s'ouvrir à l'automne. Et le point positif, c'est que a priori, les syndicats vont y rentrer unis. Avec des revendications, des exigences communes. En tout cas, la CGT va œuvrer à ça, ce qui permettra, je l'espère, d'améliorer les retraites complémentaires des salariés dans le privé et de compenser un peu cette réforme très régressive. Et puis ensuite, nous, on va utiliser tous les leviers à notre disposition dans les entreprises, dans les branches. Par exemple, on va demander et exiger l'ouverture de négociations partout pour des départs anticipés pour les métiers pénibles, les carrières longues, etc. On va regarder si on peut inventer des dispositifs pour prendre en compte les années d'études et permettre que ça soit plus un boulet pour les jeunes diplômés d'avoir fait des études, alors que c'est quand même un levier pour les entreprises de recruter des jeunes qualifiés. Donc on va travailler sur tous ces dispositifs pour utiliser le rapport de force à tous les niveaux pour neutraliser l'impact de la réforme un maximum. Donc c'est pas une mobilisation vaine pour vous, ce qui a eu lieu. On va continuer à en parler, notamment de l'unité syndicale. Sacha, tu voulais poser une question? J'ai une petite question. Pendant l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, il y avait bien un domaine réservé entre syndicats et partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'action, entre guillemets, parallèle, et il y avait eu des petites frictions sur les moyens d'action. Vous dites que vous êtes en relation avec des députés qui ont prévu de déposer des amendements. Est-ce que vous avez prévu un peu de resserrer les liens tout en respectant la charte d'Amiens, ou vous allez continuer chacun dans sa ligne En fait, ce qui est important, c'est de travailler en complémentarité. On a des rôles différents, mais complémentaires. Et pour être efficace, on l'a vu dans la bataille, il faut travailler étroitement sur chacun de nos rôles. Et donc, moi, depuis que je suis secrétaire générale de la CGT, j'ai régulièrement les différents groupes parlementaires qui s'opposent au gouvernement au téléphone, on échange sur la situation à l'Assemblée, sur les stratégies qui vont être les leurs. Moi, je leur dis aussi ce que nous, on en pense, quelles sont nos stratégies. Et ça permet de se coordonner de façon efficace. Par exemple, les tentatives sur le référendum d'initiative partagée, ça a été travaillé avec nous. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est aussi un levier qui nous reste. C'est que, le référendum d'initiative partagée, il faut se dire les choses franchement, il a été écrit pour ne pas marcher. Oui, c'est un reproche que vous faites aux députés de l'avoir mal écrit? Non, c'est pas les députés qui l'ont écrit, c'est dans la réforme de la Constitution à l'époque. Ça, pardon. Voilà, mais l'instrument constitutionnel, franchement, oui, ça c'est vrai. C'est hyper compliqué avec plein de contradictions. C'est-à-dire que il faut que ça soit une réforme. Mais il ne faut pas que ça abroge une loi votée depuis moins d'1 an. Il ne faut pas que ça coûte aux finances publiques. Mais il ne faut pas que ça soit une réforme d'ordre budgétaire. Enfin bon, bref, c'est très difficile de satisfaire ces contradictions. Mais dans 1 an, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas proposer d'abroger la réforme des retraites parce qu'elle était promulguée depuis moins d'1 an.
Donc, on a déposé le RIP avant la promulgation de la réforme. Bref. Mais du coup, dans 1 an, on va quand même retenter ça, de déposer un nouveau RIP 1 an après la promulgation et d'avoir enfin ce débat. Ça fait partie des outils pour dire on passe pas à autre chose et on continue à se battre avec tous les outils qui sont à notre disposition. Vous parlez du succès du travail en complémentarité avec les partis. Pourtant, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffi. 1,2 million de manifestants, des manifestations historiques, c'est le cas de le dire, en nombre de manifestants, une opposition qui n'a jamais été aussi forte à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, le président n'a pas de majorité pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous avez rencontré Elisabeth Borne, d'ailleurs, en mai dernier, au moment des discussions avec l'intersyndicale. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors là, c'est 2 questions différentes. Oui, c'est 2 questions différentes. Donc, sur la première question, pourquoi est-ce que là, sur la première mi-temps, le point est marqué par Macron ? D'abord parce qu'il y a une radicalisation du pouvoir et qu'il est passé en force avec vraiment une stratégie hyper cynique sur la fin justifie les moyens. Et quels que soient les moyens. Donc, sachant que ce qu'il fait, ça fait monter l'extrême droite, ça franchit toutes les lignes rouges en termes de non-respect des libertés, etc. Bon, rien à faire. Je veux imposer ma réforme par la force, donc je vous piétine jusqu'au bout en utilisant tous les instruments de la Constitution. Et je le dis parce que, en fait, dans aucun autre pays européen, ça aurait pu se passer comme ça. Même dans l'Angleterre de Thatcher, elle avait une majorité à la Chambre des députés. Macron n'en a pas. Donc Thatcher était violente, mais moins que Macron. Et donc, il n'y a aucun autre pays européen. D'ailleurs, nos homologues, nos camarades syndicalistes dans d'autres pays européens, ils nous regardent, ils ont des yeux ronds. Ils nous disent, mais vous, les Français, on ne vous comprend pas. Vous avez fait une mobilisation. On serait incapable de faire une mobilisation comme la vôtre. Comment ça se fait que la réforme soit encore là ? Donc, c'est quand même important de se dire qu'il y a une anomalie démocratique en France et que cette constitution de la Ve République, c'est plus possible. Ça, c'est quand même le principal responsable de cette mi-temps. Il y a un changement institutionnel absolument nécessaire selon vous. C'est important. Il faut arrêter justement de traiter cette question du changement institutionnel comme un truc un peu éloigné de notre situation quotidienne, un truc de juriste, etc. Bon, on voit comment ça contraint, ça a un impact sur la situation sociale. Ensuite, il y a des choses qui dépendent de nous. Moi, je pense qu'il y a 2 choses importantes qui nous ont manqué. D'abord, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de jeunes scolarisés dans la mobilisation. Il n'y a pas eu de grande mobilisation étudiante ou de grande mobilisation lycéenne. Il y en a eu, des étudiants et des lycéens, mais il n'y a pas eu un grand mouvement étudiant ou un grand mouvement lycéen. Ça aurait pu changer la donne pour vous ? Ah oui, clairement. Okay. Le CPE a marché parce qu'il y avait les étudiants et les salariés. Et en fait, sur la mobilisation pendant le CPE, les salariés étaient beaucoup moins mobilisés qu'ils ne l'ont été mobilisés là sur cette réforme. Les salariés, ils ont fait ils ont dû faire, je sais pas, peut-être 6 jours de grève. Et c'est la mobilisation de la jeunesse qui a arraché le CPE. Il n'y a pas non plus de perturbation de l'activité économique via les transports, via le carburant, etc. Le deuxième point, effectivement, c'est sur la grève. Il ne faut surtout pas laisser dire qu'il n'y a pas eu de grève. Ce n'est pas vrai. Il y a eu déjà 14 journées de grève, plus des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs. Et la CGT, elle a appelé à généraliser les grèves et elle a travaillé pour qu'il y ait un maximum de secteurs qui partent en grève reconductible. Et pourquoi ça n'a pas pris ça ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que, en fait, tout le monde ne peut pas partir en grève reconductible. Les secteurs qui peuvent partir en grève reconductible, il faut qu'ils aient un taux de syndicalisation élevé, qu'ils aient des syndicats qui soient forts. Parce que faire grève et faire grève reconductible, ça sert à rien de partir tout seul en grève reconductible face à son patron. Ça va pas servir à grand chose. Il faut être sûr de pouvoir entraîner tout son collectif de travail. Et pour ça, il faut déjà avoir un syndicat qui soit fort et nombreux. Et puis ensuite, donc, pour moi, la leçon, c'est qu'il y a trop d'endroits, il y a à peu près 40% des salariés du privé qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. Donc déjà, ça s'appelle un désert syndical. Il y a trop d'endroits dans lesquels il n'y a pas de syndicat. Et donc, ces salariés, s'il n'y a pas de syndicat dans leur entreprise, faire grève, c'est super dur. Il y en a plein qui ont fait grève quand même. Mais c'est dur parce que déjà, comment on fait ? Le patron va essayer de faire de la répression syndicale, etc., etc. Puis le salarié qui va faire grève tout seul comme ça, il va vraiment s'afficher. Il a le droit, mais il va vraiment s'afficher. C'est quand même pas évident. Donc, il y a trop d'endroits dans lesquels il n'y a pas de syndicat. Ensuite, il y a trop de précarité parce que quand même chez notamment les ouvriers et les employés, par exemple dans des usines de la
la métallurgie, sur une ligne de production automobile, il y a entre 20 et 40% d'intérimaires. Quand on est intérimaire, c'est beaucoup plus compliqué de faire grève. Pareil, dans les usines d'agroalimentaire, il y a 20 à 40% d'intérimaires qui n'ont pas le même rapport à la grève. Donc, même d'ailleurs, les salariés permanents ont beau se mettre en grève, ils ne vont pas vraiment bloquer la production parce qu'il y a un nombre d'intérimaires conséquent. Donc ça, c'est aussi un problème pour les syndicats. Et là, du coup, vous théorisez une impuissance, du coup, parce que l'intersyndicale avait appelé à bloquer le pays, ça n'a pas pu avoir lieu. Vous nous expliquez toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu avoir lieu et ça ne pourra pas beaucoup plus avoir lieu demain. Eh bien non, ça dépend de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de nous syndiquer massivement en leçon du conflit, en se disant, on a compris que pour gagner en rapport de force à moyen long terme, il faut que toutes et tous, on se syndique, qu'on s'organise de façon, déjà, prochain conflit, on sera prêt. Et puis surtout, se syndiquer, c'est agir au quotidien et c'est changer le rapport de force au quotidien face à son patron. Ça change vraiment la donne. Ça permet de relever la tête, comme ce conflit. Une des leçons aussi, c'est que collectivement, on a relevé la tête et on a dit à Macron que c'est bon, il n'était pas Jupiter et qu'il n'avait pas tous les pouvoirs et qu'on refusait des choses, qu'on était capable de discuter de sa politique, etc. C'est la même chose face au patron. Se syndiquer, c'est se donner les moyens de s'affirmer face à son patron, de s'organiser collectivement aussi avec les autres collègues de travail et de reprendre la main sur son travail, de dire oui, nous, on voudrait travailler autrement. On pense que l'exercice de notre professionnalisme, ça devrait plutôt se passer comme ça. D'interroger aussi la finalité de son travail en disant, par exemple, d'un point de vue environnemental, notre travail, on pense qu'il est mauvais pour la planète et qu'on pourrait le faire autrement. On pourrait réorienter la stratégie de l'entreprise, etc. C'est ça que ça veut dire se syndiquer. C'est surtout pas, parce que parfois on ne connaît pas bien, syndiquer, c'est tout l'inverse du délégataire. C'est-à-dire, c'est se prendre en main soi-même, s'organiser soi-même et se dire, tiens, avec mes 3, 4, 5 collègues, hop, on se syndique, on choisit le même syndicat, c'est mieux, c'est plus efficace. Et comme ça, on va agir ensemble face au patron, on se prend en main. Claire, tu avais une question ? Oui, moi, c'est une question sur la transformation de votre rôle en tant que syndicat dans ce temps long que vous décrivez en termes stratégiques. En fait, normalement, en tant que syndicat, vous inscrivez dans la démocratie sociale, donc le fait qu'il y a un espèce de dialogue, de va-et-vient pour les réformes nationales avec le gouvernement. Est-ce que finalement, du fait de cette verticalisation de la 5e, vous n'allez pas devoir sauter l'étape de la discussion avec le gouvernement et finalement vous retrouver comme outil avec la mobilisation, la stratégie de syndicalisation, l'Assemblée nationale comme lieu pour faire le lien. Mais finalement, est-ce que c'est un peu la fin de la démocratie sociale telle qu'on l'a connue ? Est-ce qu'elle peut encore exister en fait avec ce gouvernement et ces méthodes ? Oui, c'est vrai que Macron, il en a théorisé la fin en expliquant en gros que dans la Startup Nation, les syndicats ne servaient à rien, qu'on était très poussiéreux. C'était en 2016, les corps intermédiaires, c'est des conservateurs qui empêchent d'avancer. C'était le 19e siècle, quoi. Avec le numérique, vrai. on est has-been, etc. Bon, là, je pense que la mobilisation lui a montré qu'on n'était pas si has-been que ça. Donc, effectivement, ça, Macron, il n'en veut pas du tout, puisqu'il a une verticalité de sa pratique. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que c'est assez peu décrypté, c'est qu'il y a une stratégie entre le patronat et le gouvernement. Ils ont un petit jeu de rôle entre eux, très hypocrite, où, en gros, le patronat donc, laisse le gouvernement faire le sale boulot, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, où ils ont coupé très largement les droits des chômeurs, la réforme du Code du travail, où Macron, en 2017, son premier quinquennat, il est arrivé, il a fait par ordonnance une réforme du Code du travail hyper violente. Et donc, le patronat laisse le gouvernement faire le sale boulot de façon unilatérale, sans négociation, en agissant directement. Et par contre, dès que potentiellement, il pourrait y avoir des sujets d'avancée pour les salariés. Par exemple, nous, à la CGT, on est très attachés aux questions d'égalité femmes-hommes et de violences sexistes sexuelles. Il renvoie la négociation. Exactement. Ouais, c'est ça. Là, le gouvernement nous dit, mais allez négocier avec le patronat. On est tout à fait d'accord avec vous. Allez négocier avec le patronat. Et comme ça, le patronat reprend la main et a une forme de droit de veto. Parce que pour qu'on réussisse à négocier avec le patronat, à sortir avec un accord, il faut que le patronat accepte de signer. Et on sait que, par exemple, toujours sur les questions d'égalité femmes-hommes, pourquoi est-ce que ça n'avance pas depuis 50 ans ? Parce que le patronat ne veut pas de l'égalité femmes-hommes, parce que l'égalité salariale, il y a 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Faire l'égalité salariale, ça coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc les patrons ne veulent pas. Pareil, sur les violences sexistes et sexuelles, ils considèrent que c'est une obligation supplémentaire pour les entreprises et ils ne veulent pas de contraintes pour les entreprises, donc ils n'en veulent pas. Il y a eu quelques avancées promulguées par le gouvernement, promises par le gouvernement dans cette
dans cette réforme des retraites, qui ont en partie été censurées par le Conseil constitutionnel, mais qui devraient revenir dans un prochain texte, autour des carrières longues, autour de la pénibilité. C'est des avancées que vous reconnaissez ? Eh bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que on a vu le patron des patrons lundi. On a fait une petite réunion avec lui. Ils sont pas en train d'en élire un nouveau, là ? Oui, tout à fait. Mais c'est ça, ils sont en pleine élection. C'est ça, le 6 juillet, il y en aura un nouveau ou une nouvelle, parce qu'il y a aussi une candidate. Bon, a priori, elle est un peu outsideuse, mais bon. Mais donc, on a vu le patron des patrons qui s'appelle Geoffroy de Roux de Bézieux lundi. Et donc, ce qu'il nous a dit lundi, c'est qu'il voulait vraiment négocier avec nous sur la question de l'emploi des seniors et de la pénibilité, justement. Ouais. Alors que sur ces deux questions-là, jusque-là, le patronat était vent debout en disant sur l'emploi des seniors, on veut aucune contrainte. Sur la pénibilité, on est contre tous les critères de pénibilité, le compte individuel de pénibilité, c'est une usine à gaz, c'est trop compliqué, tatati, tatata. Ouais. Là, tout d'un coup, ils se réveillent, ça les intéresse vachement. Pourquoi est-ce que ça les intéresse ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent reprendre la main et ils veulent pas que le gouvernement, sous la pression de la mobilisation, impose des dispositifs contraignants qui auraient été négociés directement avec nous. Ok, je comprends. Donc, voilà pourquoi. Et donc nous, ce que nous leur avons dit, c'est que sur ces sujets-là, nous, on veut une négociation tripartite, donc avec aussi le gouvernement pour sortir justement de ce jeu de rôle. Et alors par contre, ce qui était drôle, c'est que de l'autre côté, on a dit aux patrons que nous, ce qu'on voulait, c'était négocier sur les questions de leur responsabilité directe. Les salaires, c'est quand même la première responsabilité des patrons. Ils passent leur temps à le dire, d'ailleurs, pour que surtout le gouvernement ne fasse rien. Donc on leur a dit, ça, c'est votre responsabilité, on veut négocier. Et ils nous ont dit, non, on ne veut pas négocier sur les salaires. Deuxième sujet sur lequel on leur a dit, on veut négocier, on leur a dit, on veut négocier sur l'assurance chômage, sur les allocations pour les personnes qui sont privées d'emploi. Là, ils ne voulaient pas non plus du tout négocier, alors que normalement, c'est géré par l'UNEDIC de façon paritaire, parce que c'est les cotisations. Quand notre salaire, c'est important de savoir que notre salaire, c'est le salaire brut, qu'il faut regarder, pas seulement le salaire net. Et donc, dans le salaire brut, le salaire socialisé, il y a tous nos droits, retraite, chômage, maladie, etc. Et c'est très important, ce salaire socialisé. Et donc, comme c'est payé par nos salaires, l'assurance chômage, c'est dans le champ de la négociation. Le gouvernement, normalement, n'a pas le droit de décider. C'est le patronat et les syndicats qui doivent se mettre d'accord. Et en fait, tout d'un coup, là, les patrons ne voulaient pas négocier sur la question de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a fait le sale boulot. Et que le gouvernement a fait tout seul une réforme violente en baissant les droits de la moitié des personnes privées d'emploi. De façon, il n'y a jamais eu une réforme de l'assurance chômage aussi violente. Et donc, ils veulent leur laisser la main parce qu'ils savent qu'aucun syndicat ne signera jamais de tel recul de droits. Et qu'ils ont bien compris, d'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, on a vu que vous étiez tous d'accord, donc on ne veut pas négocier avec vous. C'est l'unité syndicale, on a vu que ça avait du poids. Ce qui montre que l'unité syndicale, c'est important, parce que les premiers qui ne veulent pas de l'unité syndicale, c'est les patrons. Antoine ? Est-ce que vous pensez que ce mouvement social, il a même de ramener davantage de salariés vers le syndicalisme, ou au contraire, cette impression que même quand les syndicats ont réussi à mettre tellement de personnes dans la rue, sans être finalement entendu par le gouvernement avec la loi qui finit par passer, ça peut un peu avoir l'effet inverse. Et peut-être que vous constatez déjà quelque chose au niveau des chiffres. Justement, c'est l'enjeu là de la séquence là sur est-ce que on sort avec un coup de bambou démobilisé, fataliste, désespéré, et même en se disant on a tout essayé qui est le terreau de l'extrême droite. On a tout essayé, toutes les forces politiques. On a essayé Hollande, c'était la catastrophe. On a essayé la droite, c'était la catastrophe. Macron, c'est la catastrophe. Donc le seul truc qu'on n'a pas essayé, c'est l'extrême droite. Là, il faut surtout pas sortir de cette séquence en disant on a tout essayé, les syndicats aussi. Donc le seul truc qui nous reste, c'est l'extrême droite. On n'a pas tout essayé, les syndicats, parce que déjà, on a perdu la première mi-temps, mais on n'a pas perdu le match. Et puis ensuite, on ne s'est pas syndiqué, on ne s'est pas organisé. Et si on a perdu la première mi-temps, c'est parce qu'on n'est pas assez syndiqué. Et donc là, ce qu'on sent depuis le début du conflit, c'est au contraire, on a une cote de popularité qui remonte. Il y a eu beaucoup d'adhésions. Côté CGT, on est autour de 35 000 nouveaux adhérents là, depuis le début du conflit. Et je pense que si on cumule sur tous les syndicats, on doit être à peu près plus de 100 000 personnes qui se sont syndiqués depuis le début du conflit. C'est beaucoup quand même. Oui. Et ça n'est qu'un début, parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui ont participé à des manifs, qui peut-être ont fait grève une fois, ont signé une pétition, ont soutenu le mouvement, qui ne se sont pas encore syndiqués. Donc on a un vivier énorme de syndicalisation. Si on réussit à ce que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin se syndiquent, mais le rapport de force sociale, il sera considérablement transformé à l'avenir, dans les mois, les années qui viennent. Ça change complètement la face des choses. Les grandes périodes de conquête sociale, c'est quand les syndicats ont beaucoup de syndiqués.
Et de poids. Et d'ailleurs, c'est ce que disait François Hollande au micro de Backseat la semaine dernière, qui parlait de la social-démocratie. On disait que ça ne fonctionnait que... justement, il disait que ça ne fonctionnait que quand les syndicats étaient très puissants et qu'ils avaient la possibilité d'imposer un rapport de force. Donc, c'est pas sa faute si le quinquennat a été une catastrophe. C'est bien, j'ai noté. C'est la faute de la CGT, selon lui, j'en sais rien. C'est ça. Mais en plus, c'est vrai, je pense qu'il aurait bien pu remettre ça sur les frondeurs assez facilement, comme d'habitude. Sur les syndicats qui sont pas assez forts. Il est sympa parce qu'il a fait quand même des réformes qui ont fragilisé le poids des syndicats. Donc c'est très grave. Il y a une question aussi sur l'intersyndicale. Ça, c'est la grande nouveauté de cette mobilisation. C'est qu'il n'y avait pas eu d'unité syndicale entre la CGT et la CFDT, notamment depuis 2009. On a une archive d'ailleurs de ce que disait Philippe Martinez, votre prédécesseur, en 2009 au sujet de l'intersyndicale. C'est toujours important qu'il y ait une unité syndicale. Ça donne confiance. Et ça prouve que quand tous les syndicats sont d'accord, ça prouve que le sujet est grave et que ça vaut le coup d'y aller. Voilà, c'était Philippe Martinez qui était à votre place, c'était au début de la mobilisation, c'était le soir du premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. On en est où de cette unité syndicale ? On a entendu Laurent Berger dire que c'était probablement la fin de la partie avec l'échec de cette proposition de loi aujourd'hui. Oui, je partage pas ce qu'il a dit. C'est sûr que lui, il est sur le départ, donc c'était peut-être sa dernière manif pour lui. Pour nous, non. Mais faut dédramatiser. C'est depuis le début du conflit, on a eu pas mal de points de désaccord entre nous qui se sont très bien passés parce qu'on s'est dit très tranquillement qu'on n'avait pas besoin d'être d'accord sur tout. Et donc, par exemple, sur la question des grèves reconductibles, la CGT l'a poussé, l'a porté. On n'a pas été d'accord au sein de l'intersyndicale, donc ça n'a pas été porté par l'intersyndicale. Pour autant, on a continué dans l'intersyndicale parce qu'on s'est dit que c'était un outil très important pour le rapport de force et qu'il y avait des points essentiels sur lesquels on était d'accord et qu'il ne fallait pas être bloquant sur cet aspect. Et donc, c'est la CGT toute seule qui a porté la question de la nécessité de reconduire la grève et de oui, c'est comme ça. On a vu que parfois c'était un peu compliqué, notamment sur les appels à mobilisation. On a vu que la CFDT était parfois plus réticente que vous à appeler à de nouvelles journées de mobilisation plus fréquemment. Sur les blocages. Sur les blocages aussi. Oui. Sur les méthodes, on a vu parfois, mais en même temps vous dites que ça s'est bien passé dans le dialogue. Oui, parce que y compris d'ailleurs le débat a été fructueux aussi, dans le sens où les différents syndicats sont pas implantés dans les mêmes secteurs et dans les mêmes entreprises. On n'a pas du tout la même sociologie, et donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'est que nous on arrivait avec notre vision et ce qui était demandé par les secteurs dans lesquels on est le plus implanté, et la CFDT qui est plus implantée par exemple dans le secteur tertiaire, a apporté d'autres choses dans le mouvement. Donc, cette unité syndicale, elle était fructueuse, je pense, pour donner confiance aux salariés dans la mobilisation, donner envie de se mobiliser, parce que c'est quand même désagréable d'avoir des syndicats qui passent leur temps à se disputer entre eux au lieu de faire monter le rapport de force face au patron. Mais elle nous a aussi permis, je pense, d'être quand même plus efficace dans la conduite du mouvement, parce que de rassembler plus large. Vous avez rencontré celle qui va succéder à Laurent Berger déjà ou pas ? Oui, bien sûr. Vous êtes à peu près d'accord, calé sur la suite ou pas ? En fait, elle était dans l'intersyndicale, donc on la connaît bien. Donc voilà, moi je suis très confiante pour la suite. Après, on n'a pas eu le temps d'échanger en profondeur et on va le faire dès qu'elle va être élue. Et je pense qu'il y aura une continuité entre elle et Laurent Berger, et donc les choses... moi, je ne suis pas inquiète sur l'avenir de l'intersyndicale parce que ce que tous les syndicats ont compris, c'est que notre force dans la mobilisation, ça a été notre unité et que ça, il ne faut pas qu'on le perde. Alors bien sûr, c'est comme la suite de la mobilisation, ça prendra des formes différentes. On ne va pas se voir tous les 3 jours tout le temps. Mais par contre, on va rester en lien sur, dès qu'il y aura des sujets importants, essayer d'aller le plus possible de façon coordonnée face au patronat ou face au gouvernement avec des propositions communes. Il y a des groupes de travail communs, là d'ailleurs, qui se sont lancés sur des propositions. On a fait de premières propositions ensemble. Et je pense que ce qui est important, c'est que cette unité syndicale, elle ne reste pas une unité syndicale de sommet, mais qu'elle se décline aussi dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Sachant que le problème, c'est que dans les entreprises, maintenant, il y a eu une réforme il y a une dizaine d'années qui fait qu'il y a tout le temps des élections professionnelles, et donc ça alimente un système de concurrence entre les syndicats qui est délétère et qui n'aide pas à l'unité syndicale. Ça, il faut qu'on réussisse à le dépasser. Vous êtes 2 femmes à la tête des 2 principaux syndicats du pays. Ça aussi, c'est une évolution. Claire, tu avais une question sur le syndicalisme et le féminisme.
Oui, et on l'a entendu dans votre bouche tout à l'heure, la question, toutes les questions liées au féminisme et à l'égalité salariale, etc., sont portées très haut par la CGT. Et j'avais une question sur la culture militante et le vécu quotidien dans le militantisme, dans les manifs, etc. C'est quoi l'état des lieux et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour éventuellement améliorer les choses sur ce plan-là? Alors, à la CGT, il y a toujours eu des femmes à la CGT. La CGT existe depuis presque 130 ans. Et il y a au congrès fondateur d'ailleurs de la CGT, c'était à Limoges en 1895. C'était une femme qui présidait la séance, qui s'appelait Marie Saderne. Elle était corsetière. Et pourquoi est-ce qu'elle présidait la séance? Parce que c'était elle qui était à la tête de la plus grande grève. Ça faisait 60 jours qu'elles étaient en grève. À l'époque, il y avait des grosses grèves dans le textile. Mais c'était la seule femme de la salle. Et à part présider la séance, elle n'est pas intervenue. Et donc, il y a toujours eu des femmes dans la CGT, mais leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille dans la CGT. Il y a même une culture viriliste aussi de l'engagement pendant des années. Oui, et des luttes. Parce que même d'ailleurs, si on regarde tout le vocabulaire lié aux luttes, c'est un vocabulaire très viriliste qui invisibilise la combativité féminine. Ouais, c'est vrai. Il suffit de regarder, par exemple, Marie Saderne, elle a disparu de l'histoire. Les luttes de femmes, elles sont globalement invisibilisées. Et puis, par exemple, une lutte de femmes importante qui n'est pas nous dans notre champ strictement social, mais c'est la mobilisation des suffragettes en Grande-Bretagne au début du siècle. On les a affublés d'un surnom complètement ridicule. Donc moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que cette lutte, parce que pour moi, suffragette, c'était majorette, c'était un peu ridicule, un truc complètement ridicule. Et en fait, quand on regarde leur mobilisation, mais c'est une mobilisation hyper radicale et violente, beaucoup plus violente que beaucoup de manifestations sociales aujourd'hui. Elles faisaient des grèves de la faim, elles s'enchaînaient aux églises, elles ont mis le feu même à des églises, elles cassaient les vitrines. Elles sortaient, elles avaient pour certaines, il y en avait certaines qui étaient un peu bourgeoises, avec des manchons de fourrure et dans lesquels elles avaient des marteaux pour péter toutes les vitres le jour des courses, le samedi par exemple. Bon, c'est des choses, mais ça a été complètement invisibilisé. Le mot suffragette renvoie pas du tout à cette réalité-là. Ouais. Et donc c'est important de montrer que la lutte, c'est pas du tout l'apanage des hommes, au contraire, et que les femmes sont extrêmement combatives. Et aujourd'hui d'ailleurs, parmi les secteurs les plus combatifs, les plus mobilisés, il y a le secteur de la santé. C'est là où il y a les grèves les plus dures, parce que c'est là où les conditions de travail se sont énormément dégradées, avec aussi une financiarisation du secteur. Et puis le secteur du commerce, la CGT, on a vraiment beaucoup mis en avant, médiatisé la grève des ouvrières de Verbaudet. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était un niveau de violence sans nom. Et il y aurait eu une mobilisation pareille dans l'industrie, n'importe quelle usine. Au bout de 5 jours, ils auraient gagné. Là, elles ont dû faire grève 2 mois parce que c'est un fonds financier qui est propriétaire de Verbaudet. Donc, il y a du coup, les fonds s'en fichent de l'intérêt de moyen long terme de l'entreprise. Et puis, parce qu'il y avait des rapports de classe plus un sexisme qui faisait qu'elles étaient moins entendues. Vous avez parlé de rapports de classe. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Vous êtes aussi la première cadre. Ouais. C'est intéressant parce que la CGT cadre, ça peut renvoyer à une image qui peut paraître contre-intuitive pour des gens qui, justement, pensent au rapport de classe, à l'idée, justement, de classe ouvrière contre classe du patronat. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette perception qu'on peut avoir ? Oui, avant d'être secrétaire général de la CGT, j'étais secrétaire général de la CGT des cadres et des techniciennes professions intermédiaires, l'UGICT CGT, donc qui organise tous les salariés qui sont qualifiés, sont en responsabilité dans l'entreprise. On a jusqu'à des DRH qui sont syndiqués à la CGT. Récemment, par exemple, c'était hier ou avant-hier, il y a une directrice d'EHPAD, par exemple, qui venait juste de se syndiquer, qui est venue voir. En plus, un EHPAD privé qui récemment a défrayé la chronique. Donc... Oui. On l'a. Ouais, voilà, c'est bon. Et donc, du coup, on a des syndiqués qui ont des niveaux de responsabilité extrêmement élevés. Et ce qui est important, c'est qu'on les organise de façon spécifique. On leur permet de se retrouver entre salariés d'un même niveau de responsabilité pour échanger sur leur situation particulière, les revendications qui leur sont propres. Parce que quand on est en responsabilité dans une boîte, on n'a pas du tout la même situation. Il y a des pressions particulières. On n'a pas du tout la même liberté d'expression, par exemple. Et on est soumis globalement à se soumettre ou se démettre. C'est avec une injonction de loyauté. Soi-disant, quand on est en responsabilité, il faut être loyal.
Et donc, on avait fait une affiche, par exemple, qui s'appelait « Cadre, un devoir de loyauté, la fermer ». Alors que ça devrait être l'inverse, en fait. Quand on est cadre dans une entreprise, le devoir de loyauté, ça devrait être au contraire de faire remonter les problèmes. Or, aujourd'hui, être un bon cadre, c'est dire « tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien », et puis faire surtout tout ce qu'on nous dit. Et ça finit par des catastrophes, du type la catastrophe ferroviaire de Brétigny. Celui qui a été poursuivi devant les tribunaux, c'est un cadre. C'est le jeune manager de proximité qui avait 30 ans, qui était arrivé depuis 6 mois sur ce poste. Et pourquoi est-ce qu'il a pu finir devant les tribunaux ? Parce qu'il a fait ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire que, objectivement, tout le monde savait que c'était impossible d'entretenir la sécurité des voies parce qu'il avait un nombre de personnel complètement insuffisant par rapport aux kilomètres qu'il avait à entretenir. Mais lui, il était jeune, il faisait ce qu'on lui disait. Et donc, il a dit « tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Il n'a pas fait remonter le fait que c'était dangereux, c'était pas possible, etc. Et c'est pour ça qu'il a fini au pénal. On a réussi à faire en sorte qu'il ne soit pas condamné. Mais le pauvre, ça a été extrêmement violent et il a servi de fusible. Et trop souvent, dans les boîtes, ce sont les salariés en responsabilité qui servent de fusible avec des directions quand ça ne va pas. Elles font comme à France Télécom. Ils ont tenté de faire ça, en fait, en disant non, mais France Télécom, ce n'était pas une politique d'entreprise, c'était des managers qui dysfonctionnaient. Ouais. Des managers qui dysfonctionnaient. Oui, c'est ça. On leur a quand même donné des sacrées directives à ces managers. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise dans laquelle on a des cadres CGT et des employés CFDT ? Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Eh ben, on les embrasse. Non, j'avais une dernière question à vous poser. Non, il s'est quand même passé aussi un truc assez intéressant autour de cette mobilisation de la réforme des retraites. C'est la hype autour de la CGT. Ouais. Il s'est quand même passé un truc hyper intéressant. On a une petite compilation d'ailleurs qu'on a préparée. Vous pouvez envoyer la régie. C'est une trend TikTok absolument énorme, ça cartonne, il y a probablement aussi beaucoup de gens qui ont appris ce que c'était la CGT à l'occasion de ce son, etc. J'en plaisantais tout à l'heure autour de la casquette CGT à Astras, qui ça aussi c'est devenu un truc. Elle est incroyable. Elle est absolument incroyable, puis tout le monde en parle sur Insta, les gens la veulent, sur Twitter, ceux qui l'ont, ils l'exposent, etc. C'est intéressant, c'est une stratégie voulue de la CGT ou c'est un truc qui est venu comme ça Non, ça n'a pas été organisé, non. Non, ça n'a pas été organisé. À tel point qu'il n'y a plus de casquettes. Hein, alors, c'est rupture de stock en plus, la casquette. Ouais, c'est rupture de stock, mais on va en recommander, donc ne vous inquiétez pas. Mais positionnez-vous vite quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ça aussi, ça peut. C'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une image. Justement, ça dépoussière assez radicalement une image de la CGT qu'on imaginait plus avec, pardon Philippe, mais CGT à moustache, avec côté fête de l'UMA et de CGT. C'est assez intéressant, non ? Oui, c'est super. Après, ce qui est aussi important par rapport à l'image de la CGT, c'est de dire que la CGT, elle fonctionne par en bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans la CGT qui ne sont pas... Moi, je décide de plein de choses, mais il y a beaucoup de choses dont je ne décide pas du tout, parce que les initiatives, elles se construisent à partir de nos syndiqués, de nos syndicats, de nos fédérations, de nos unions départementales. Et d'un point de vue démocratique, c'est vachement intéressant. Et donc, par exemple, cette casquette, c'est pas la direction qui a choisi le patron, etc. C'est celui qui tient la boutique de la CGT, qui fait ses commandes, qui a trouvé ça sympa. Je sais pas si on nous avait demandé notre avis, si on aurait validé la casquette, par exemple. Voilà. C'est la preuve qu'il faut les laisser faire, les gens de la com qui proposent des trucs un peu barrés. Mais c'est même pas quelqu'un, c'est celui qui tient la boutique. C'est littéralement celui qui tient la boutique. Bon, bah, voilà. Et donc, il y a beaucoup d'autonomie dans la CGT. C'est ça, je pense, qui fait vraiment la force et la richesse de la CGT, parce que du coup, il y a beaucoup d'innovation de terrain. Et c'est pour ça que c'est génial de se syndiquer d'un point de vue démocratique, parce que c'est vraiment avoir le pouvoir. Quand on syndique dans son entreprise, notamment quand la CGT n'existe pas, on syndique avec ses collègues, on prend la main et on peut faire la CGT, bien sûr, évidemment, dans le cadre du respect des valeurs et des grandes orientations. Mais après, on peut créer une section CGT dans son entreprise si elle n'existe pas. Et oui, et le principe, c'est que les choses se font par en bas. Ok. Chers amis, on va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, vous restez avec nous, Sophie Binet, vous allez jouer vous aussi. Le quiz à la con, c'est simple, 5 questions, 4 propositions de réponse par question. Vous, autour du plateau, vous me dites ce que vous pensez être la bonne réponse à chacune des questions. Et vous, chez vous, vous jouez aussi en votant sur le sondage dans le chat et vous nous dites ce que vous pensez être la bonne réponse. Allez, on commence avec la première question de ce quiz à la con. En 2014, une vidéo du maire de Toronto fait la une des journaux du monde entier. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette vidéo ? Le maire de Toronto. Réponse A. Il danse nu sur une table en boîte de nuit. Réponse B. Il boit au volant d'une voiture.
Réponse C, il tague la devanture de sa mairie. Réponse D, il fume du crack. C'est chaud. Hein. Que des beaux trucs. Vous voyez qui c'est le maire de Toronto de 2014 ? Est-ce qu'il a eu une petite notoriété Réponse B. C'est Justin, c'est pas Justin Mon- Trudeau. Hein ? C'est pas Justin. Non, c'est pas du tout Justin Ah ouais, Trudeau. je suis sûre. C'est pas le genre. Réponse B. Pas le même camp politique non plus. Moi, j'ai envie que ce soit la réponse A quand même. Hein. De quoi ? Danser à poil dans une boîte de nuit. Et en même temps, il fait ce qu'il veut. C'est la plus drôle. Est-ce que les élus, selon toi, doivent bien se tenir en boîte de nuit ? Ah non, non. Mais on a. Non, mais, Attends, moi, je fais la teuf. non, mais en fait, il y a aussi une construction, qui a ses raisons, hein, des élus qui n'ont pas Les de êtres vie, parfaits. en Oui, fait. oui, c'est vrai. Et en fait, moi, je trouve au-delà de la question de danser nu sur des tables en boîte de nuit, il y a la question de, humaniser un petit peu l'incarnation politique. Ah ben moi, je suis d'accord. Et c'est une question très différente, mais on avait eu tout l'épisode avec Sanna Marin, la première ministre finlandaise, Voilà. Et on avait reproché d'avoir fait la fête dans un voilà, en appartement plus, ça avec les tombe copines. sur une jeune femme, forcément. Comme par Donc, hasard. en fait, il y a cette question de, même quand on est à un très haut niveau de responsabilité, on reste des humains et la meilleure manière peut-être de prendre des décisions politiques dans des démocraties, c'est de laisser la part à ce qu'on a de. Mais j'intellectualise encore Ça reste un beaucoup. quiz à la con, mais tu as raison, Désolée. ce que tu dis est assez intéressant. Non, mais c'est vrai, Mais c'est vrai, je tu as fais- raison. Comment Laissez ça vos élus faire la teuf, ils ont le droit. En tout cas, Antoine. quand tu prends la suite ABCD, t'as l'impression d'avoir le pitch du prochain livre de Bruno Le Maire, quand même. Aïe, 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 aïe. Tu l'as C'est vrai, travaillé ça. celle-là. Un peu, quand même. Non, 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 bien joué. C'est beaucoup trop soft, Elle est validée. Elle est validée. malheureusement. Bon, alors, vos réponses. Le chat a voté réponse C. Ok, à 50%, d'accord. Selon vous, les réponses. Claire, t'en penses quoi ? Ouais, moi je reste avec la A. Toi, tu veux le voir danser nu sur une table de... Ok, d'accord. Antoine, C'est quand même assez rigolo. toi, tu dis le Ouais. tag devant la devanture de la mairie, Ouais. de sa mairie à Toronto. Ok. Sacha, D. il a fumé du crack, d'accord, ok. Non. Sophie Binet, Le B. réponse B, du coup, il boit au volant d'une voiture. Et ben, on a la réponse en photo. Regardez. Ah bah non, c'est pas la A, j'espère. Ah, c'est pas la réponse, c'est juste la photo du monsieur. qu'on Ah embrasse. merde. Donc c'est On ne peut-être sait la A. toujours pas. Euh, Donc là, on l'imagine nu. Il s'appelait Rob Ford et il a fumé du crack. Ah, ouais. C'était la réponse D. Rob Ford c'est un peu un pré-Trump. C'est-à-dire qu'il a été, c'était un homme extrêmement haut en couleur de la droite canadienne qui était particulièrement fantasque. Et il a effectivement, alors il a eu un nombre de scandales, de détournements, de tout ce que tu imagines absolument phénoménal. Je crois qu'il est décédé il y a quelques années et il a effectivement défrayé la chronique en reconnaissant publiquement, oui, j'ai fumé du crack, c'était le titre du journal. Il a Le concédé problème, ça. c'est que souvent, on peut pas fumer du crack seulement une fois. Hein. C'est quand même la pire des drogues. Et absolument. Il avait J'en promis profite d'arrêter pour de un boire. message de prévention, Ouais. c'est la catastrophe. Hein. Absolument. Et donc voilà, donc il avait donné une interview à ce moment-là en 2014 et il est décédé d'un cancer, oui, effectivement. Donc voilà, deuxième question de ce quiz à la con. À qui Force ouvrière doit-elle une partie de son financement lors de sa création ? Oh là, Je précise que si vous peux pas connaissez la répondre. réponse, je vous demande de ne pas le hurler. Laissez les autres galérer. Réponse A, la CIA. Réponse B, le FBI. Réponse C, le KGB. Réponse D, James Bond lui-même, grand soutien des syndicalistes. À qui Force ouvrière doit-il une partie de son financement lors de sa création ? Pas la C, du coup. KGB. C'est vrai qu'on serait sur une forme de logique, quand même, par rapport à la et la B. Ouais. Oui, bah oui, parce que le KGB, pour ceux qui nous écoutent et qui sont nés après la chute du mur de Berlin, c'était le service de renseignement russe, soviétique, Moi, je communiste. vois bien la CIA faire des dingueries quand même. Hein. Mais on n'a pas l'année de la création. Ah, mais ça, faut Le réfléchir. FO. Alors, vous voulez l'année Sophie Binet. 1949. Ouais. 49. Ok. Ah oui. C'est un bon indice, quand même. Ouais. Ah, vous galérez, hein. Vos réponses. Réponse C, du coup Sacha Non, moi la A. Réponse A, la CIA, d'accord. Antoine, Ouais, je dis, rester sur C, mais je pense que... Ouais. KGB, d'accord. Claire, Ouais, je vais rester sur la C aussi, même si j'ai très envie de dire D. Parce que c'est drôle. donc tu restes sur la C aussi, le KGB. Sophie Binet, Bah, la A. réponse A, et c'est la bonne réponse. Effectivement, oui, c'est bien la CIA. La Force ouvrière, c'est né d'une scission de la CGT.
Qui est-ce qui avait intérêt à la scission de la Mais CGT? oui. Voilà. Bien Et sûr. c'était pendant la C'est guerre froide. logique. Et c'était pendant la guerre froide. Ouais. Par ailleurs, le KGB, c'était plutôt des Stal à l'époque. Oui. Force Oui. ouvrière, c'était plutôt des trotskistes. Oui. Stal n'allait pas filer du pognon à des trotskistes. Non, c'est logique en fait. Ouais. Ouais. Donc- on n'a pas été bon. Il y avait là. la- Vraiment, non, on a on a vraiment là. Non, culture syndicale, tout ça, l'histoire. Non, mais c'est nos thèses. On est L'objectif de la fatigués le CIA, soir. exactement. Ça connecte plus. Voilà, c'est passé par des syndicalistes américains qui ont fait le lien avec la CIA. Bref, il y a du pognon qui est arrivé, qui a filé un coup de main à cette scission. L'objectif de la CIA, c'était de réduire l'influence des mouvements communistes au sein des syndicats ouvriers, notamment au sein de la CGT, dont CGT et FO étaient l'une des dissidences. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Pourquoi la Maison Blanche est-elle blanche? Ouf. Réponse A. Parce que c'est comme ça, vous me faites chier avec vos questions à la con. Réponse B. Parce qu'elle a été incendiée en 1812 et la peinture blanche fut choisie pour cacher les dégâts de la façade. Réponse C. Réponse D. Parce que le blanc représente l'impartialité de la fonction présidentielle. Oh là là. Ou réponse D en l'honneur de la suprématie blanche. Oh là là. Bon. Quand même une époque, il y a quand même une époque où le Ku Klux Klan avait ses entrées à la Maison Blanche Ah oui. de manière assez. Il y a un excellent documentaire que je vous invite à regarder sur l'histoire du Ku Klux Klan. Vous le trouverez sur YouTube, sur Arte, je crois. Et j'ose espérer qu'ils n'avaient pas le choix sur la couleur de la peinture quand même. Donc pas la D. Je donne pas la réponse, moi. Je dirais C, moi. Puis dire réponse C. Ouais. L'impartialité de la fonction présidentielle, le blanc a été choisi comme un symbole. Ok. Ouais, moi aussi, je pense que Toi aussi, tu c'est le dis plus. C, le symbole. C'est le plus. Ouais. Ok. Même si, bon. c'est Trouvé un peu impartial, le président des États-Unis? Les symboles. Les symboles. Dans la La Constitution. réalité. La Constitution, son interprétation. Exactement. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui est impartiale, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon. Tac. Moi, j'ai envie de dire B. Toi, tu dis B, t'as Ouais. attendu que le chat vote pour te prononcer. Pas du Ah tout. non, c'est bon, je t'ai vu. Non. Donc le chat vote réponse B également. Je suis Jules, en général. Courte majorité. Oui, c'est ça, tu suis Jules, mais il n'est pas là. Sophie Vinet, Ouais, B aussi. réponse B. N'hésitez pas à parler dans le micro qu'on vous entende bien. B. Donc réponse B. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo le chat. Bravo Sophie Binet, bravo Sacha. Je vais suivre Sophie Binet maintenant. Ouais, Voilà. fais donc ça. Effectivement, lors de la guerre de 1812-1815, les Anglais envahissent la capitale américaine et incendient la ville. Washington est en flammes, la demeure présidentielle aussi. Pour masquer les dégâts sur la façade de l'édifice, ils ont repeint d'un blanc uniforme. Voilà, aucun symbole là-dedans. A priori, c'est tout ce qu'ils avaient sous la main. Quatrième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces phrases est vraie? Réponse A. Soutenu par Force ouvrière, un salarié de la CFDT attaque la direction de la CFDT. Réponse B. Soutenu par la CFDT, un salarié de la CGT Oh, wow. attaque la direction de la CGT. Réponse C. Soutenu par la CGT, un salarié de Force ouvrière attaque Force ouvrière. Ou réponse D. Soutenu par la CGT, un salarié de la CGT attaque la direction de la CGT. Parmi ces 4 propositions, il y en a une qui est vraie. Bah, toutes, hein. Toutes. Oui, il y a eu des cas de figure. Alors, la plus récente. La C. Soutenu par la CGT, salarié de Force ouvrière attaque la direction de Imagine un Force salarié ouvrière. de Force ouvrière qui est syndiqué CGT. J'adore. Non mais ok, si tu veux. Attends. Un salarié de Force ouvrière, ok. C'est ça qu'on Soutenu par la joue un peu avec nos Oh, cerveaux, wow. avec les intitulés des questions. Ouais. Comme là. Ah là, c'est le but, hein, c'est de vous faire transpirer. Eh ben, ça marche. Salarié de la CGT, ok. Tu dis quoi, Claire? Parce que j'ai décidé qu'on se trompait ensemble ce soir. Oui, voilà. Alors, on va se tromper en choisissant la C. Eh ben, cette parfait. fois. La C. Voilà. Donc soutenu par la CGT, un salarié de Force ouvrière attaque la direction de Force ouvrière. D'accord, ok. Sacha, Moi, je vais attendre que Sophie Binet réponde. Sophie Binet, est-ce que ça ring a bell? Ça vous dit quelque chose? La D. Ouais. La D, quelqu'un à la CGT qui a attaqué la direction de la CGT avec le soutien de la CGT, d'accord. Sacha, J'allais dire la A, moi. t'allais dire la A. Ouais. Mais du coup, Tu j'ai te la D. désolidarises. Non, j'ai la D. Tu maintiens l'unité syndicale, c'est beau ce que tu fais. Le chat, qu'est-ce qu'il en pense? On va voir la réponse dans une seconde. Pioum, c'est la réponse D pour le chat, à près de 80%. C'est la même réponse Ah, que Sophie Usul a Binet. dit c'est la D. Non mais Usul, il connaît les bails. Et bah c'est la bonne réponse, effectivement, oui, absolument. 2017, un salarié de la CGT a saisi les prud'hommes et a attaqué du coup la direction de la CGT. Il y a une section CGT à la CGT? Oui, tout à fait. Et donc, je peux être patronne. Bah vous l'êtes du coup désormais parce que... C'est ça, effectivement. On n'a pas beaucoup de salariés à la CGT parce que l'essentiel. Donc, Ah c'est les fédés.
Déjà, oui, c'est des salariés dans nos fédérations et dans nos unions départementales. Et ensuite, on a environ 150, 200, on va dire, salariés directement. Et encore, parmi ces salariés, il y en a une partie de droit privé, voilà. Et puis, il y en a une autre partie, c'est des détachés, où on négocie des détachements avec leur entreprise. Donc, nous, on rembourse l'entreprise, mais le contrat de travail reste celui de l'entreprise. Et c'est ça qu'on essaye de privilégier, justement, pour avoir des militants qui après peuvent retourner dans leur entreprise et qui ne sont pas salariés à la carrière voilà. Donc on n'a pas beaucoup de salariés, mais on a un syndicat CGT des salariés de la CGT, et donc qui demande par exemple des augmentations de salaire qu'on n'accepte pas forcément. Voilà. Et du coup, là, dans le cas en question, c'est la CGT ou la CGT qui a gagné au Prud'homme? Je sais pas, j'ai pas les pilotes. Pas précisément j'étais pas encore secrétaire général, je sais pas précisément le cas. Il faut une casquette CGT de la CGT. Mais c'est pas... Non, mais c'est pas absurde. Non, mais quand vous l'avez expliqué, c'est pas du tout absurde. Allez, 5e et dernière question de ce quiz à la con. En 2017, le président philippin Rodrigo Duterte s'adresse aux terroristes et les menace. Mais de quoi les menace-t-il? Réponse A, de les priver de dessert. Réponse B, de leur mettre une fessée. Réponse C, de les manger tout cru. Réponse D, de les envoyer au lit sans leur raconter d'histoire. Il y avait un thème dans ce quiz à la con? Absolument aucun. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Il y avait un thème syndical sur les 4. Tu cherches les thèmes t'intellectualises beaucoup trop le quiz à la con. C'est un peu syndical. Moi, je vote pour la C. La réponse C, de les manger tout cru. Ok. Ouais, c'est assez cohérent. Ouais. Maintenant, on se réfugie, on suit Sophie, c'est ça? Oui, la nouvelle stratégie des losers de ce quiz à la con. Autant les autres, ouais, quand même, mais là, c'est du bluff total, j'en sais rien du tout. Non, mais alors c'est dit avec tellement d'aplomb. Oui, voilà. C'est triste. Non, mais je reconnais. Attends, vous avez l'air de connaître l'anecdote. Moi, d'accord, ok, peut-être. La B, elle me plaît bien, moi. Leur mettre des fessées, ouais. Vous voyez qui c'est, Rodrigo Duterte? Ça vous dit quelque chose? C'est le président philippin. C'était le président en 2017. Bonne réponse, évidemment. Perspicace. Non, c'est un bon dégénéré. Il a voté Usul ou pas? Bon gros On dégénéré. t'attend, Usul. Non, mais. Allez, vote. T'es pas là, on a besoin de ta réponse. Non, Usul, tu spoiles pas. Le chat vote réponse B, les fessées. J'ai dit B avant le chat. J'ai dit B avant le chat. Les fessées, c'est pas toujours une punition. Je ferai aucun commentaire sur ce que tu viens de dire. Pardon, j'ai rien. Allez, on passe. Donc, le chat répond réponse B. Du coup, Sacha, t'as dit quoi, toi? B. Réponse B aussi. B. C. Antoine, réponse C, donc les manger tout cru. Ouais, C. Claire, réponse C aussi. Sophie Binet, C. Réponse C. Eh bien, c'est la bonne réponse. Oh là là. Oh non. Il a voté quoi, Usul? Oh, il avait voté B. Raté, Usul. Ah, raté. Usul. Effectivement, Rodrigo Duterte, connu pour son langage cru et ses déclarations controversées, en 2017, il s'est adressé aux terroristes. Alors lui, il appelle terroristes tous les gens qui sont impliqués dans le trafic de drogue aux Philippines. Ouais. Et d'ailleurs, il préconise de les tuer d'une balle dans la tête. Voilà. Et il a déclaré, je cite, « Je mangerai votre foie si vous me le demandez. Donnez-moi du sel et du vinaigre. Je le mangerai en face de vous. Je mange tout. Je suis pas difficile. Je mange même ce qui ne peut pas être avalé. » Fin de citation. Moi, je condamne la violence. Est-ce que tu condamnes la violence? Je condamne la violence du président philippin complètement. Est-ce que Sophie Binet a fait un perfect ce soir sur le quiz à la con? Non, j'ai raté la première question. La première, mais ensuite ça a été un perfect. Bravo Sophie Binet pour ce quasi perfect. Excuse-moi, j'ai fait un perfect jusqu'à la dernière question. Oui, Oui, mais toi t'es entraîné sur le quiz à la con, donc ça compte pas. Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci beaucoup.